Alors, je vais répondre à une question très pertinente qu'on m'a posée. Bon, désolé, l'image bouge un petit peu, j'essaye de stabiliser. Je suis sur le bateau là, au large de Valence, à environ 20 000 nautiques au large de Valence, en direction de Tarragone. Donc, une personne m'a demandé comment est-ce que je peux faire pour me lancer dans la navigation alors que je suis nulle part, je connais personne, j'ai personne dans ma famille qui en fait. C'est toujours le même, enfin c'est souvent le même problème, hein, c'est de démarrer quelque part. Et donc pour démarrer, moi ce que je recommande, c'est tout d'abord de passer le permis côtier. Le permis côtier, c'est un permis principalement théorique, hein, donc après il y a un examen pratique pour l'obtenir, mais vous pouvez déjà juste étudier le permis côtier. Alors il y a un guide magnifique pour ça, je ne l'ai pas ici à bord, mais ça s'appelle le Vagnon. Donc il prépare en fait à la théorie du permis côtier. Alors pourquoi c'est important? Déjà parce que dans le permis côtier, vous apprenez toute la signalisation maritime. Et la signalisation maritime, on la retrouve le long des côtes. Il n'y a pas de signalisation maritime en plein milieu de l'océan, en plein milieu du golfe de Gascogne, il n'y a aucune signalisation maritime. Après, la deuxième chose que vous allez apprendre qui est très très importante, c'est aussi les priorités. Donc, qui a le droit de passage sur qui, parce que j'aime pas le terme de priorité. Bon, il y a des règles, hein, donc par exemple, tous les navires qui arrivent sur votre tribord ont priorité sur vous. C'est pour ça qu'il y a une petite lumière verte d'ailleurs du côté tribord des bateaux pour signaler que ils ont le feu vert et ceux qui arrivent à bâbord ne l'ont pas. Après, il y a toute une série de règles en fonction de la propulsion des navires. Donc on sait que les voiliers ont priorité normalement sur les bateaux à moteur, mais il faut tenir compte aussi de la navigabilité, c'est-à-dire de la manœuvrabilité plutôt. La manœuvrabilité, c'est très important. C'est pour ma part, par exemple, si vous voyez arriver un cargo, ok, il est à moteur, vous êtes à voile, mais surtout, n'essayez pas de couper sa route. Ça ne sert absolument à rien. Il ne pourra pas s'arrêter, il ne pourra pas vous éviter. Il a besoin de plusieurs milles nautiques pour s'arrêter, pour ralentir, pour changer de cap. Donc quand vous voyez un cargo, identifiez toujours la direction dans laquelle il va. Et moi, c'est ce que je fais. D'office, je passe derrière. Toujours derrière et à distance. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette petite histoire qui a eu lieu, je pense que c'était le printemps dernier, hein, le printemps 2024, où deux coureurs d'une course, c'était même pas une course super célèbre, bon, en pleine nuit, ils ont vu arriver un cargo, ils ont pris contact avec le capitaine, et puis finalement, il y a eu un malentendu, et ils se sont fait couper en deux. Après, bon, moi, je trouve ça complètement absurde parce que, quelle que soit la course, ça ne vaut pas la peine de perdre la vie pour une histoire de course, hein. Alors, après, ils se sont plaints, oui, il avait dit qu'il nous laisserait passer. Enfin, pour moi, ça, c'est déjà un très très mauvais exemple. Ces skippers-là, pour moi, ce sont des skippers dangereux, franchement, parce qu'ils montrent l'exemple et le mauvais. Si vous voyez un cargo, vous passez derrière, quel que soit, vous faites ce qu'il faut pour passer derrière lui et ne pas le déranger. Pareil pour les marins pêcheurs qui tirent des chaluts, ces gens-là ne sont pas manœuvrables, ces gens-là n'ont pas de, comment dire, en plus ils bossent, voilà. Donc ce sont des gens qui bossent sur la mer, nous on profite de la mer, on a normalement le temps, et quand bien même on est un peu pressé comme moi maintenant, mais il vaut mieux perdre 10 minutes, ça n'est rien du tout à l'échelle d'un long voyage, 10 minutes c'est ridicule, affaler les voiles, changer de cap, faire quoi que ce soit, mais ne jamais croiser. Donc ça c'est pour la petite parenthèse par rapport aux priorités. Mais donc voilà, ça c'est la première étape. Si vous voulez, vous achetez le Vagnon, vous l'étudiez. Il y a, je pense, même des questions après, hein. Vous voyez, soyez honnête avec vous-même si vous avez bien assimilé. Après, la deuxième chose à apprendre au niveau, je vais dire, purement théorique, avant de même envisager d'acheter un bateau, c'est d'apprendre quelques petits nœuds. Voilà, vous pouvez apprendre sur un voilier de plaisance, on utilise en gros, je vais dire, 4-5 nœuds. On utilise bien sûr le nœud de chaise qui est le plus utilisé, le nœud de cabestan pour les pare-battes, le nœud de taquet, le nœud de huit, le nœud d'arrêt. Et puis, moi je n'utilise encore d'autres. J'utilise en anglais on dit le butterfly, Alpine Butterfly Knots qui permet de faire une boucle dans une corde qui ne se serre pas. Le nœud de il y a encore quelques nœuds comme le nœud de brigand, c'est sympa. Mais je veux dire, avec ces nœuds que je viens d'énumérer, déjà,
ceux qu'on utilise le plus souvent. Donc voilà déjà deux petites choses avec lesquelles commencer. Après, bon, toujours en théorie, après avoir fait ces choses-là, moi je vous recommande de passer au Vagnon, mais le Vagnon permis hauturier, parce que le Vagnon permis hauturier, là on vous apprend la navigation, comment lire une carte, comment tracer un itinéraire, comment tenir compte de la dérive, comment tenir compte d'un tas de choses. Alors maintenant on travaille beaucoup au GPS, mais ça n'empêche qu'il est très important de pouvoir lire une carte, comprendre une hausse des vents, comprendre comment on évolue sur la carte et pouvoir se positionner. Par exemple, quand je navigue, moi je navigue 100% au GPS, j'ai des cartes à bord, voilà, par exemple ici j'ai la carte, ici c'est la carte du golfe de Gascogne que j'ai traversée, donc je ne l'ai pas utilisée puisqu'on était au GPS, mais au cas où, j'ai toujours la carte avec moi. Et j'ai un petit cahier que je montrerai peut-être dans une autre vidéo où tout simplement, selon le type de traversée et selon la vitesse à laquelle je vais, je note toutes les heures ou toutes les 2 heures ma position, ma direction. Donc je note mes coordonnées, ma direction, la vitesse à laquelle je vais et je consigne ça dans un petit cahier. Ce qui me permet, au cas où j'aurai un gros problème, de pouvoir appeler du secours et donner ma dernière position connue, l'heure à laquelle elle a été enregistrée, où j'étais, et ça permettrait au secours de localiser la zone dans laquelle il devrait lancer des recherches. Alors j'ai d'autres, je ferai une vidéo sur la partie sécuritaire plus tard, mais voilà. Donc pour moi, c'est les 3 premières choses à faire, c'est prendre le Vagnon, l'étudier, essayer de faire le petit examen. Si vous avez l'occasion de passer le permis bateau, passez le permis bateau. Le permis, il n'est pas nécessaire pour un voilier, hein. Le permis côtier. Si vous pouvez, faites le Vagnon hauturier, donc vous faites les exercices, il y a un livre d'exercices, ça ne coûte pas très cher, c'est disponible à la FNAC, vous faites les livres d'exercices, si vous voulez passer l'examen, passez l'examen, et puis après, autre chose, une petite chose qu'on peut apprendre, c'est déjà apprendre quelques nœuds. Et puis bon, l'étape suivante, ce serait quand même de trouver soit une journée d'initiation ou une journée de voile pour vous rendre compte si finalement c'est vraiment votre truc, si finalement ce que vous imaginiez être naviguer est vraiment ce qui vous plaît. Et si ça vous plaît, à ce moment-là, vous pouvez faire plusieurs initiations. Et puis après, si vous voulez vraiment naviguer en solitaire, à un moment, il faudra passer à l'achat d'un petit voilier et puis se lancer tout doucement, petit à petit. Il faut commencer petit à petit. Faut pas vouloir griller les étapes. Voilà, que vous dire de plus? Ça, c'est vraiment, je dirais, les 3 premières choses à faire. Après, informez-vous, il y a plein de contenus, sur Internet, il y a plein de choses que vous pouvez découvrir. Alors, une petite parenthèse quand même sur les stages de voile et les journées initiation. Bon, il faut se méfier de 2 catégories de personnes dans la voile. Il y a ce que moi j'appelle les équipiers perpétuels. Perpétuité, ils seront équipiers à perpétuité. Ce sont des gens qui ne parlent que des risques, du danger, de ce qu'il ne faut pas faire. J'en ai croisé plein. Il y a des gens qui, ils vous parlent de la mer, vous avez l'impression de parler à un marin chevronné, et puis finalement il vous parle de tellement de dangers, finalement il vous dit de son propre bateau il a enlevé les toilettes. Bon, s'il n'y avait plus de toilettes sur le bateau, ça veut dire que vous ne pouvez plus naviguer, c'est aussi simple que ça, vous ne pouvez pas faire des longues traversées sans avoir au moins une toilette à bord. Donc voilà, ces gens-là, les équipes, moi je les appelle les équipiers, les stagiaires à perpétuité, méfiez-vous parce qu'ils vont vous décourager, ils vont vous raconter plein d'histoires, plein de ragots, plein de choses qui vont qui risquent de vous miner. Non, ce sont des gens qui restent en général toujours à faire des stages sur stage, sur stage, sur stage, et à perpétuité. Donc voilà, c'est bien d'y aller, c'est bien de voir, c'est bien de vous rendre compte, il y a des difficultés à surmonter, c'est un challenge, mais il ne faut pas non plus tomber dans la peur permanente des équipiers perpétuels. Alors, sinon, la deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui ont tout vu, tout fait, qui savent tout. Alors ceux-là sont encore plus dangereux parce que ça, c'est des gens qui vous disent oui, moi je peux être skipper, machin, et puis vous découvrez qu'au fond, ils n'ont rien du tout.
et qu'au fond, ce sont des équipiers perpétuels, justement, qui ont toujours été, enfin, qui ont beaucoup navigué pour certains, mais toujours jamais en responsabilité. Alors, ce qui est évidemment la difficulté en navigation, c'est d'être en responsabilité. Si vous êtes seul, comme moi, ben, vous êtes responsable du bateau, de votre propre vie, et vous devez pouvoir assurer quoi qu'il arrive. Bon, parfois il se passe des choses, on ne s'y attend pas, tout d'un coup tout s'arrête, on ne sait pas pourquoi, un problème électrique, il faut avoir un backup, il faut savoir ce que vous allez faire, il ne faut pas directement appeler du secours, il faut d'abord essayer de voir si vous pouvez réparer, mais surtout, méfiez-vous de ces gens-là parce que moi j'en ai croisé et ils vous disent je sais tout, je peux tout faire, mais en fait ils n'ont jamais été en responsabilité et c'est totalement différent. Alors quand vous avez en plus des équipiers, si moi je prends des équipiers ou des passagers, parce que moi je considère un équipier c'est quelqu'un qui a déjà fait de la mer, qui doit connaître certaines choses. Mais quand je prends des amis à bord, pour moi ce sont des passagers, donc j'ai leur entière responsabilité. Donc ça veut dire que je ne dois pas leur demander quoi que ce soit, il ne faut pas commencer, s'ils ont envie de faire quelque chose, bon je leur explique bien volontiers, s'ils veulent prendre un poste, je leur explique bien volontiers, mais vous ne pouvez pas compter sur eux et commencer comme vous voyez parfois dans les ports, surtout en été, des skippers qui commencent à crier sur tout le monde parce qu'ils ne sont pas capables eux-mêmes de manœuvrer le bateau. Donc il faut rester calme. Et les équipiers, bon, ils peuvent aider, ils aident, mais ils sont sous votre responsabilité. Donc méfiez-vous de ces gens-là qui connaissent tout, parce que ceux-là aussi, ils peuvent vous emmener, mais une fois que les problèmes arrivent, vous pouvez vite vous rendre compte qu'ils ne maîtrisent pas du tout la situation. Alors ils sont extrêmement dangereux, ces gens-là. Il faut faire très attention. Mais voilà, donc finalement, si vous voulez faire de la navigation en solitaire, le solitaire, pour moi, c'est un challenge, mais il y a moins de responsabilité qu'une fois que vous avez des gens à bord. Parce que dites-vous bien que quand vous avez des gens à bord, leur vie dépend de vous. Donc votre bateau doit être extrêmement équipé, avoir tout ce qu'il faut, gilet de sauvetage, balises de secours, etc., etc. Faire attention aux enfants et tout ça. Donc là, c'est une grosse responsabilité. Quand vous êtes seul, c'est aussi une grosse responsabilité, mais c'est votre vie. Bon, voilà. Après, bon, on n'en a qu'une, mais bon, voilà. Bon, ben, j'espère avoir répondu avec cette première vidéo quand même de quelques minutes à vos premières questions. N'hésitez pas à m'en poser d'autres. Et puis je continuerai, je ferai une vidéo sur la sécurité du bateau et je continuerai petit à petit à vous présenter un petit peu comment moi je m'y suis pris, comment j'ai évolué. Alors je n'ai pas là du tout la prétention de savoir tout mieux que tout le monde, j'en apprends encore tous les jours, je fais des bêtises encore comme tout le monde, hein. Je pense que celui qui vous dit je fais jamais de bêtises, c'est encore quelqu'un de qui il faudra se méfier. Voilà, à bientôt.